Bonjour tout le monde. Quelques minutes avant de donner la parole à notre invitée Carola Hein. Je vais présenter brièvement le projet EGOO aux personnes qui ne le connaîtraient pas et donner quelques actualités. Le projet EGOO, c'est un projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche pour la période de janvier 2022 à décembre 2025. Donc, c'est la dernière année. Il a comme objectif, donc comme postulat, l'analyse des matières qui circulent et s'accumulent. Le postulat initial, c'est que l'analyse des matières qui circulent et s'accumulent dans les réseaux d'assainissement fournit des informations pertinentes, qui nous donnent des informations sur le quotidien des habitants, leurs pratiques et leur environnement. L'objectif final, c'est de poser les fondations d'un observatoire pérenne des pratiques en milieu urbain, notamment Paris, pour éclairer les politiques publiques. C'est un consortium avec de très nombreux partenaires. Il y a plusieurs scientifiques des géosciences, des sciences humaines et sociales. Il y a les services de la ville de Paris, l'association Sciences, Technologies, Société pour la partie médiation, bien évidemment les citoyens et d'autres partenaires externes. La structure, il y a la partie coordination. Il y a un volet spatial de cartographie des hétérogénéités géochimiques et leur lien avec les disparités socio-économiques. Il y a un suivi temporel pour voir s'il y a des différences entre semaines, week-ends, vacances, etc. Il y a un volet participatif où les citoyens, mais aussi la ville de Paris sont impliqués dans la co-construction des connaissances. Comme actualité, je te laisse la parole, Jérémy, pour cette diapo, et après je reprends la suite. Ok, ouais, merci Nada. L'actualité, c'est suite à l'action de recherche participative qu'on a développée l'an dernier. Euh, on a fait une présentation mardi 4 mars au Forum Paris Recherche, où il y avait Blanche, entre autres, et puis d'autres personnes, notamment lors d'un atelier sur les liens entre la ville de Paris et les sciences participatives. Il y a aussi Anne-Fleur Barfus de la STS qui représentait le projet. Un événement fort du projet, ça a été la restitution de quelques résultats du projet aux agents du service technique de l'eau et de l'assainissement. C'était le 4 février et c'était vraiment un moment singulier et qu'on a beaucoup apprécié parce qu'on a pu montrer aux agents qui nous ont accompagnés ce qu'on a produit, notamment avec leurs données, avec leurs compétences, ce qui nous ont permis en termes d'accès aux échantillons ou aux ouvrages. Donc c'était vraiment un moment super sympa. Et puis l'autre actualité ou l'actualité à venir, Nada, mais tu veux peut-être en Oui, parler. ça marche. La bonne nouvelle, c'est qu'on recommence une autre action de recherche participative, après le succès de celle de 2024. C'est en cours de préparation. L'objectif, c'est de la faire pendant l'automne 2025. Et a priori, on repart à nouveau sur le thème de l'alimentation pour consolider les résultats préliminaires de 2024. Il y aura des actions avec les scolaires, il y aura une mobilisation sur le terrain, des ateliers avec les citoyens, les élus. Voilà, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à nous contacter, soit en laissant un message dans le chat ou en nous écrivant. Il y a aussi le lien vers le site web. Et donc voilà, sans plus tarder, je vais... Nada, si je Oui, peux me oui, pardon. permettre, Oui, vas-y. euh, on va ressolliciter les volontaires de Paris à l'aide d'un questionnaire qui devrait être dans la newsletter du mois d'avril. Donc Virginie et les autres volontaires de Paris, préparez-vous, on va encore bosser ensemble, ça va être chouette. Oui, c'était très précieux la participation des citoyens, des citoyennes pendant la première phase. Voilà, on refait un autre round. Jérémy, lequel de nous deux présente notre invité? Bon, on a convenu que ce serait toi, mais sinon je peux le faire, mais Ok, garde la main. je voulais dire qu'on était très content d'accueillir Carola Hein, qui est professeure d'histoire de l'architecture et de l'urbanisme à l'Université technologique de Delft, aux Pays-Bas. Merci de nous consacrer ce temps. Parmi tes autres casquettes, tu es aussi professeur à l'Université de Leiden. Aujourd'hui, tu vas nous parler des relations complexes entre l'eau, la culture et le patrimoine.
notamment le lien avec les Blue Papers. Voilà. Donc, merci beaucoup et à toi. Ok, et Jérémy a aussi la main levée. Ouais, pardon, juste une précision sur pourquoi ou comment on en est arrivé là et à te proposer d'intervenir sur un webinaire. Ça a été une rencontre avec Susanna lors du grand procès de la Seine qui s'est tenu l'an dernier. Et puis, pourquoi à Paris? Parce que tu as rejoint l'Institut d'études avancées de Paris, en lien avec la ville de Paris. C'est un institut d'études avancées qui est en lien avec la ville de Paris pour une résidence. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à imaginer des interactions. Alors, je ne serai pas la semaine prochaine à la conférence que tu organises et je m'en excuse, mais j'espère bien qu'on va avoir d'autres opportunités d'interaction. Oui, avec plaisir. Voilà, et Susanna, pour dire, Susanna était une ancienne étudiante à moi et student assistant qui travaille aussi sur les projets, qui va être aussi travailler sur certaines méthodes impliquées. C'est-à-dire, c'est une très bonne relation là. Voilà, alors, de quoi on parle et qu'est-ce que je suis venue faire à Paris? Et je ne vais pas vous en donner encore mon discours de lundi, parce que ça sera pas faire. Alors, du coup, je voudrais juste vous amener dans le sujet pourquoi eau et patrimoine et quel genre de manière pour cette connexion. Et avant, je vais juste faire un cadre et après, je vais partager mon écran, n'ayez pas peur. Euh, un, le domaine de l'eau est très grand. Et le domaine de l'eau a en général beaucoup d'argent. C'est des institutions dans le monde entier qui parlent de l'eau fraîche, SDG 6, les développements Sustainable Development Goals, dont j'oublie toujours la forme française. Objectif de développement. Mais dans cette eau, souvent, elle ne prend pas nécessairement en compte le côté patrimoine, le côté historique, le côté culturel. Et on a un autre secteur, c'est le secteur du patrimoine, qui a beaucoup d'informations sur la manière de vivre avec l'eau, mais comment lier ces deux domaines et quoi en faire, ça reste, à mon avis, un grand problème. Et on le voit même, on était à New York pendant le World Water Forum, où il y a sur 800 déclarations qu'on va faire quelque chose avec l'eau, il y en a 200 qui parlent du passé, du patrimoine, de l'histoire, mais c'est pas clair ce qu'ils en veulent et qu'est-ce que ça signifie. C'est un peu de ça que notre projet de recherche est parti et qui existe maintenant depuis quelques années. Voilà, en principe, vous devriez voir mon écran maintenant. Avec ce projet, et je veux juste aller un peu les fondations du projet pour après expliquer ce qu'on veut faire avec les Blue Papers. Alors, si vous êtes déjà en train de chercher qu'est-ce que c'est les Blue Papers, ben, c'est un journal qu'on a lancé qui est open access, peer-reviewed, qui peut s'acheter en forme physique, mais qui peut aussi se downloader sans frais. Ce que j'ai essayé de faire avec ce journal, c'est de jumeler différentes disciplines, anthropologues, historiens, architectes, ainsi que les académiques et les professionnels. Et souvent, quand on parle avec des académiques, on a été entraîné pour publier 8 000 à 10 000 mots dans une revue Scopus, etc., etc que personne ne lira, ou alors qui est écrit d'une manière que c'est très difficile à faire lire aux professionnels. Et ça reste important parce que tous les académiques, ils doivent le faire, qu'ils soient historiens et autres, dans leur domaine de choix. Mais je pense qu'on a besoin de manière à lier, à faire un lien. Et c'est là-dessus que cette revue se place. Mais bon, avant qu'on va en profond dans la revue, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on veut dire avec eau et patrimoine? Et qu'est-ce que c'est? On avait fait un autre livre qui est aussi open access si ça intéresse quelqu'un sur le water heritage, le patrimoine de l'eau. Et là-dedans, on avait dit il y a plusieurs manières où eau et patrimoine sont liés, mais ça dépend aussi quelle sorte d'eau. On peut parler de l'eau à boire, l'eau claire, SDG 6,
Mais c'est une autre eau, souvent, ou c'est une autre manière de parler de l'eau que si on parle agriculture ou si on parle de la navigation ou si on parle... Alors, du coup, comment est-ce qu'on lie ces différents éléments? Et on voit certaines institutions, ils vont se focuser sur Ancient Hydrotechnologies, par exemple, ou juste la construction des ports et des quais. Alors, pour vous donner un exemple, quand on parle de eau pour boire et leur impact spatial, institutionnel, culturel, pour moi, ces stepped tanks on end sont un exemple particulier. C'est spatial, c'est un grand bac eau, disons, qui collecte l'eau dans la période où il y a beaucoup de pluie pour les périodes où il n'y en a pas. C'est-à-dire, c'est une collection d'eau, mais c'est plus, c'est le centre d'une communauté. Les gens y vont, ils parlent, il y a des conversations, il y a des rituels, il y a des festivals. Mais c'est aussi un élément où on a certaines particularités de finances ou d'institutions. C'est-à-dire, les rois allaient financer la construction, mais le maintien de cet objet était à la communauté. Imaginez si aujourd'hui, on vous met les pipes d'eau jusque dans la maison, mais après, le maintien des pipes dans le voisinage, c'est à vous de le faire. C'est-à-dire, en regardant le passé, on peut réimaginer le présent et faire une nouvelle esquisse pour le futur. C'est-à-dire, on peut questionner cette distribution pour repenser le présent. Par exemple, au Maroc, on a vu des cas où la distribution de l'eau fraîche se faisait à partir des besoins et pas à partir de l'argent que l'acheteur avait pour acheter de l'eau. C'est-à-dire, si on parle des swimming pools, ou golf courses, etc., les gens ne seraient pas donnés de l'eau pour faire ces choses si il n'y en a pas assez d'eau. Semblablement, si on parle de l'eau pour l'irrigation, je vous donne rapidement l'exemple des terrasses d'eau en Asie, où on a souvent dit, où les anthropologues, les études d'anthropologie ont montré, ou ont argumenté que la culture d'éviter les conflits en Asie est aussi un résultat de la distribution d'eau à travers les rizières. Parce que si vous vous entendez pas avec vos voisins, c'est difficile de faire pousser le riz à travers ces terrasses parce que chacun doit partager l'eau step by step avec les autres. Et cela, cette dimension, on pourrait la décliner sur les 5 thèmes que je vous montre maintenant, mais il y en a plein d'autres, il y a énergie, etc. Juste pour donner un autre exemple des Pays-Bas, qui me fascine, c'est un moulin à gauche, un moulin à eau qui utilise une rivière pour faire de la laine. Cette eau coule de la rivière dans un polder, dans une zone qui est plus bas que le reste. Mais comme vous savez, les Pays-Bas sont très bas et il faut pomper l'eau du polder vers la mer. C'est-à-dire une personne privée bénéficie de l'eau pour faire de l'énergie, pour gagner de l'argent, pour faire de la laine, mais il faut 6 moulins avant pour évacuer cette eau vers la rivière. C'est-à-dire on a un problème entre le privé et le public. C'est des questions de justice qui se présentent là-dedans. Du coup, ils ont pris à peu près 300 ans pour résoudre ces problèmes. Mais c'est ça que je veux dire quand je parle de valeur d'eau, la manière dont on utilise l'eau, la manière dont on met l'eau dans l'espace, les dessins qu'on en fait, les institutions, les cultures vont faire qu'il y a des conflits. Et comment régler ces conflits, ça c'est la chose qui m'intéresse. Et on voit cela, on voit un retour ou une pensée sur les valeurs, même dans le secteur de l'eau. Par exemple, il y a une initiative qui s'appelle Valuing Water, où l'eau n'est pas seulement vue comme un objet économique, mais aussi comme un objet qui tient, qui a le pouvoir to empower, to invest, innovate, c'est-à-dire quelque chose qui va au-delà
de l'eau comme un domaine purement technique ou purement économique. Dans ce cadre-là, comment trouver les pas, de faire des pas vers le futur? Ça, c'était justement le but de la conférence à New York, où les gens ont mis en place à travers les SDG 800 et quelques actions, 832 la dernière fois que quand j'ai pris cette screenshot. Et là-dedans, on voit toutes ces idées. Voilà, on peut le faire avec le patrimoine, l'héritage, le passé, l'histoire. Mais quand on parle avec des gens comme Henk Oving, qui était le former Water Envoy des Pays-Bas, que peut-être que vous avez entendu son nom, il a voyagé dans le monde pour parler de l'importance de l'eau. On l'avait interviewé, il me dit, oui, mais le passé, ce n'est pas it's not a recipe for the future. Il continue à dire, il y a peut-être 1% des pratiques historiques qui peuvent inspirer ce qu'on va faire. Ben, je suis même tout à fait d'accord, mais le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de rapport. Comment faire ce lien du passé au présent et au futur? Et qu'est-ce que ça signifie pour patrimoine et même comment est-ce qu'on définit patrimoine ou comment est-ce qu'on définit eau? Et avec cette question en tête, c'est qu'on a commencé à développer aussi des outils comme le jeu que je viens de vous montrer, des cours en ligne pour faire ce lien. Et là, je pense que c'est peut-être important de dire que je suis architecte urbaniste de formation, c'est-à-dire quelqu'un qui voit l'histoire dans une vision de longue durée, comme quelque chose qui ne s'arrête pas nécessairement comme sujet d'étude il y a 10 ans, mais comme quelque chose que les architectes, les designers vont prendre en compte pour le futur. Et là-dedans, ce que je dis à mes étudiants, c'est que si on prend une autre vue sur le passé, si on raconte une autre histoire, on va aussi dessiner un autre futur. Ce que je veux dire avec cela, par exemple, je donne l'exemple de la Hollande, on peut penser un autre pour la France. On a eu dans les années 1920 tout un mouvement d'habitat public, d'habitat socialiste, où dans plein de villes, on a construit de l'habitat pour le peuple sur des terrains qui étaient donnés par la ville avec une esthétique qui signalait, voilà, nous, on est le peuple, on est fort. Pensez, si vous voulez, aux villes nouvelles de Paris qui au début étaient pensés des grands immeubles des années 50 pour aller au-delà des habitations délabrées, pour donner un espace à la classe travailleur avancée de la France, qui après ont pris un autre tour, mais ça c'est une autre question. En tout cas, il y a une dimension spatiale pour le territoire. Maintenant, si on prenait cette idée, on disait, on va dessiner l'architecture, l'urbanisme pour l'eau. À ce moment-là, bon, je pense architecte, en général, quand on explique aux architectes l'eau, on va dire il faut un toit pour éviter que l'eau rentre et il faut des fondations qui évitent que l'eau monte dans la maison. On ne dit pas fais un toit qui capte l'eau, qui va la distribuer dans plusieurs manières de la maison, des plantes jusqu'aux toilettes, jusqu'à l'eau buvable, ce qui était le cas dans le passé. On ne va pas penser, et si je lis ça à la question d'égout, on peut dire, ben, tu peux prendre ta douche aussi longtemps que tu veux, du moment que tu recycles l'eau dans la maison. Pourquoi envoyer l'eau sale de la douche avec l'eau de la toilette à, je sais pas moi, 30 km de loin pour la faire cleaner, pour la faire revenir? C'est-à-dire, la question, c'est comment on peut repenser les espaces, l'architecture, l'urbanisme, par exemple, pour avoir des projets plus circulaires. Alors, dans ce contexte-là, avec Henk Oving, on avait commencé cette idée de mettre ensemble eau et patrimoine et de développer des méthodes. Pour moi, ce lien se fait de trois manières. D'un côté, je vois l'histoire comme un miroir de penser des systèmes d'eau. Dans le passé, quand on n'avait pas
l'énergie abondante de la révolution du pétrole, on était obligé de passer, de vivre individuellement ou en communauté avec un écosystème d'eau. Il fallait l'eau pour boire, il fallait être sûr que l'eau des égouts ne pollue pas l'eau pour boire, il fallait la communication, il fallait la navigation, etc. Si on regarde ces systèmes du passé, on peut dire, tiens, c'est ça qu'ils ont bien fait et c'est pour ça que cette société a vécu longtemps. Mais on va aussi voir des questions d'injustice sociale, comme je donnais pour l'exemple des Pays-Bas, ou des injustices sociales, le rôle des femmes, etc. Vous imaginez l'histoire. C'est-à-dire, l'histoire devient notre plus grand dataset. C'est là qu'on peut voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi. Ça veut dire que oui, on ne veut pas tout répliquer, mais on peut quand même apprendre et réimaginer les systèmes. Mais ça veut aussi dire que le passé, on doit le reconnaître comme la fondation où on est aujourd'hui. Paris a fait des choix sur la scène, elle a pris une certaine forme et c'est la base de laquelle on doit partir. On ne va pas défaire des investissements qu'on a fait depuis parfois 1000 ans ou plus. Parfois, on veut les démolir, mais on ne peut pas ignorer le passé. On ne peut pas partir maintenant, dire, voilà, on va faire tout différemment. Ah non, on a mis les pipes en place. Alors, comment est-ce qu'on les défait si besoin? Et troisièmement, quand on fait ces choix, il y a du patrimoine qu'on a construit et qu'on veut garder. Parfois, c'est du patrimoine mondial. Alors, il va falloir investir dans ces passés qui est aussi le passé de notre identité souvent et le protéger. Voilà, ça c'est un peu les trois éléments quand je regarde le passé, le patrimoine, l'histoire, que je pense qui sont importants ou c'est ma manière de les interpréter. Et cela, pour moi, se jumelle aux SDGs. Quand on parle des SDG, ils sont toujours, je trouve qu'ils sont importantes. Ils viennent d'une base de système d'une pensée écosystémique, mais ils sont quand même très liés à certains chiffres, à certaines reconnaissances. Ils sont limités aussi dans leur horizon temporaire qui est 2030. Dans cette image, ce que j'ai essayé de dire, c'est que, un, il y a une longévité. On a toujours eu les thèmes dans lesquels les SDG se placent et on va devoir aller au-delà de 2030. C'est pas limité. Et les thèmes sont plus larges parce que, par exemple, quand je prends l'eau comme base ici et je dis, voilà, SDG 6 et SDG 14 vie sous l'eau, euh, sont importantes, d'accord, mais ce n'est pas tout l'eau. À chaque fois que je parle avec les gens de la navigation, ils vont me dire, oui, mais nous, on est dans la mauvaise eau. Notre eau n'est pas dans les SDG. Ah oui, mais non, il n'y a qu'une eau, mais elle est plus large et certains éléments ne sont pas pris en compte par le concept de l'eau. C'est pour ça que j'ai dessiné l'eau plus large ici et aussi partiellement sur la Terre, parce que même la Terre-eau, c'est pas si différente que ça quand on prend Dilip da Cunha, par exemple. Ce n'est pas une rivière nécessairement qui va de la source à la mer. L'eau vient de plein de côtés, du haut en bas, des côtés, etc. Et la manière dont on vit avec l'eau dépend du climat et de l'énergie. Le moment qu'on a le pétrole et autres formes d'énergie qui nous font croire qu'on a de l'énergie libre, c'est une autre histoire qu'auparavant. Suivant la- la disponibilité de l'eau, les gens peuvent survivre et les communautés peuvent fonctionner. Mais tout ça dépend des valeurs qu'on met. Si on accepte que ce soit les femmes et les enfants qui vont 5 heures par jour chercher de l'eau et les ramener au village et qui n'ont pas d'éducation, c'est un choix de valeur. Est-ce qu'on le supporte aujourd'hui? J'espère que non. Mais du coup, on peut apprendre des systèmes du passé pour dire, ah oui, ça on veut et ça on veut pas. Et on avait vraiment à la dernière Water Forum une conversation sur cela très intéressante avec des collègues d'Afrique qui disaient, bon, on a l'eau publique qui arrive dans le village, mais après, c'est les femmes qui portent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'amener à la maison sans ajouter à l'injustice qui existe?
Voilà, ça c'est un peu le framework dans lequel on a mis en place les Blue Papers. Et c'est pour ça que je dis c'est une autre forme de publier. C'est 1500 mots, 2000 max, c'est très court, toujours avec l'idée qu'il y a une policy recommendation à la fin. Quel rapport est-ce qu'on voit entre eau, culture, patrimoine, développement durable et quel takeaway est-ce qu'il y a pour changer le futur? Ça, c'est un peu la tâche aux auteurs. Maintenant, ça reste un puzzle assez vaste parce que personnellement, je ne connais pas le monde entier. J'essaye d'aider les gens du monde entier de publier. Je ne veux pas nécessairement donner un sujet à chacun qui est fixe, parce que sinon, on n'arrivera jamais à les avoir. Et je m'inspire un peu de mes collègues en computer science qui, je rigole toujours, mais ils écrivent une formule, ils la publient, ils make un dataset, ils le publient, ils jumellent la formule avec le dataset, ils le publient. C'est-à-dire, c'est un monde qui tourne beaucoup plus rapidement que les humanités en général. C'est-à-dire ici, on a une forme de publication qui est rapide, qui est open access, qui est quand même peer-reviewed, où les académiques réduisent leur langue papier à quelque chose de court, où les professionnels expandent sur ce qu'ils sont en train de faire pour avoir 1500 mots, et on les a aidés, on les aide on les aide avec le team pour le publier. Le résultat que j'espère présenter lundi, entre autres, c'est qu'on a pris une quinzaine d'articles des premiers numéros pour faire un numéro spécial sur les Ancient Hydrotechnologies. Et on a fait ça avec le groupe des musées de l'eau. De cette façon, dans les publications qu'on a déjà fait au fil des dernières 3 années, en sortir quelques-uns qui peuvent maintenant être ensemble dans un livre pour faire un point sur un thème spécifique. Et ça pourrait être n'importe quel autre thème, ça pourrait être les rivières ou les rizières, etc. Et on a eu, parce que je vous ai donné le commentaire de Henk Oving au début, c'était aussi lui qui a introduit le premier numéro, parce qu'en général, on prend une préface d'une personne politique ou plus dans le secteur professionnel pour introduire chaque numéro. Puis il y a un editorial et puis il y a une quinzaine d'articles. Et là, Henk Oving dit quand même Leveraging the Past for Better Futures. Et j'étais toute contente et heureuse qu'ils le disent de cette manière. Les autres éléments pour ce journal. Alors, la manière dont il se présente, par exemple, c'était un des premiers numéros, vous voyez qu'il y a des thèmes assez divers. Ça va des chinampas, des jardins flottants aztèques, aux juridiques et patrimoine en Indonésie ou underwater heritage. Ils parlent tous du même sujet, mais c'est des auteurs très différents. Ça peut être ici un collègue en archéologie, des collègues en droit, une doctorante, Maria Estefania Gioia, qui va passer sa thèse bientôt, qui a commencé avec une recherche où elle disait, elle étudie Mantua et Sabbioneta, deux sites patrimoine mondial en Italie, qui sont fameux parce que sont des sites d'eau. Par contre, il n'y a pas au niveau du patrimoine, du management, il n'y a pas d'attention à l'eau. Alors, depuis ces articles, on a maintenant lancé un numéro spécial ou un call pour un numéro spécial qui s'intéresse au fait de protection du patrimoine et la nécessité d'avoir une conscience de l'eau et de son effet sur le patrimoine. Parce que, un, l'eau a créé ce qu'on appelle patrimoine aujourd'hui, mais l'eau menace aussi ce genre de patrimoine. Du moment que, avec les changements climatiques, on a plus d'eau, moins d'eau, eh ben, les structures construites vont tomber en ruine. Si on a un site en Hollande qui est fait pour l'eau, s'il n'y a pas assez d'eau, le bois pourrit, etc. C'est-à-dire, l'eau peut être une menace pour ces patrimoines, mais l'eau peut aussi nous donner des idées comment mieux construire dans le futur. Par exemple, les water tanks que je vous ai montrés au début, si on pourrait dans des zones
sèches, introduire ce genre de sponges, de zones absorbateurs qui maintiennent l'eau, on n'aura pas seulement des dikes, des dams qui sont des réservoirs qui sont très grandes, on aurait même peut-être des sites qui servent à la communauté de se réunir. Alors, par exemple, l'article sur les Chinampas, voilà, chaque article aura des grandes photos, ça c'est l'autre idée pour connecter le professionnel et l'académique. Et ça essaye de dire, tiens, on a eu des pratiques de jardin flottantes, comment est-ce qu'on peut revenir dans le futur? Ou quels sont les problèmes de connecter les pratiques traditionnelles avec les pratiques nationales, gouvernementales aujourd'hui? Le cas de l'Indonésie ou un article, c'est un que moi j'aime bien, c'était un groupe de femmes polonais et en disant, on a toujours eu des pratiques, des rituels autour de l'eau, on en continue plein, mais on peut aussi en inventer des nouveaux. Et là, elles ont fait une cérémonie de, de mourning, de regret pour une rivière qui, après être exploitée, est revenue polluée. C'est-à-dire, on peut se servir des pratiques écosystémiques du passé, comme je disais, les rituels, pour moi, font partie de cela, pour inventer et amener une nouvelle approche. Maintenant, vous voyez ici encore une autre chose. Chaque article, cette première page, pour moi, ça doit servir de carte visite, disons. Il y a une grande image qui capte l'idée. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas trop lire, qui lise que l'abstract, mais il a, en plus de l'abstract, il a le lien avec les SDGs. Les auteurs choisissent à chaque fois des SDG, mais ils choisissent aussi les icônes de l'eau. Et ce que je veux dire avec ces icônes de l'eau, on a fait une sorte de petite bibliothèque pour dire que chaque utilisation d'eau a un impact spatial, social, culturel différent. Si je veux boire l'eau ou si je veux faire du kayak dans l'eau, hein, il faut que je sois capable d'accéder à l'eau. Si c'est une industrie, ben, j'aime bien qu'il y ait un gros mur et que je ne vois pas l'eau parce qu'elle est polluée ou la bièvre, qu'elle soit couverte et que je n'ai pas besoin de voir tous les déchets. C'est-à-dire avec chaque fonctionnalité de l'eau, on a un autre système spatial, social, culturel. Et pareil pour les relations intangibles. Si je prends mon eau à Paris ou en Hollande, elle va avoir un goût différent. Mais le fait qu'on prend l'eau juste dans notre maison, on n'a plus de rapport à ce que ça fait à la mer, au lac, etc. Alors, comment on peut reconnecter ces pratiques de tous les jours avec la protection de l'eau au plus loin? Voilà. Ça, c'est un peu, on peut en revenir si ça vous intéresse. Je regarde un peu le temps, parce que je veux aussi avoir un peu de temps pour discuter. De là, on a commencé à établir, voilà, je vous montre encore un autre exemple d'article dans le Blue Papers. Et prenez cela aussi comme une invitation de participer et de soumettre. Euh, Par exemple, les collègues de Dunkerque ont un tool, le Canva d'eau, que je trouve fascinant. Ils ont exploré les liens, les réseaux, les flux matériaux et financiers de l'eau sur 4 différents niveaux. Eau industrielle, eau buvable, eau qui est pompée des pôles d'air dans la mer, et j'oublie le quatrième. Et ils ont trouvé que le montant d'eau qui est pompé dans la mer pour enlever l'eau de la terre est à peu près le même qu'ils utilisent pour l'eau industrielle. Ça veut dire qu'on utilise 2 fois le montant d'eau et pourtant, s'il y avait des systèmes plus smart, on gagnerait la moitié. Euh, Similairement, c'est des collègues à Delft qui ont fait une analyse où ils dessinent des systèmes d'eau dans différentes parties du monde de la même manière pour montrer comment les pratiques sociales et spatiales sont intégrées
et aussi en prenant en compte cette section, c'est-à-dire la profondeur de l'eau et la hauteur de l'eau. Avec ça, voilà, il y a d'autres exemples. Celle-ci, par exemple, le Water Heritage Case. Alors, je vous invite à explorer vous-même. Mais à quoi ça nous a amené, c'est de dire, d'avoir une méthode, comment on peut amener les gens à utiliser, à regarder le lien au patrimoine, culture, développement durable d'une manière plus complexe. Et là, on est en train d'établir une approche qu'on appelle Water Value Case, dont je vais en parler plus lundi. Je ne vais pas tout vous dire encore, mais ça implique plusieurs outils et steps, des tools pour arriver à une compréhension plus complète du territoire de l'eau. Ça inclut, je vais quand même vous donner encore un petit exemple, le travail ensemble avec les Water Museums. C'est un groupe de 200 musées d'eau. Heriberto Ulis on est le directeur, le président de l'IHE de Delft, où c'est tous des musées qui célèbrent, qui éduquent sur les histoires d'eau. Le musée des égouts à Paris en est membre. Ils ont développé aussi une méthode pour évaluer le- l'impact de l'eau dans l'espace. Mais ça, j'en reviens après. Je voulais juste finir, et après je vous laisse la parole. C'est ça les histoires que je raconte à mes étudiants architectes. Et du coup, ils prennent des lieux. Là, par exemple, on était à Trieste avec eux. C'est une place à Trieste que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est que des pierres, on dirait, mais bon, on voit quand même un bateau. C'est une place qui est ouverte ici sur la mer. Alors, je leur ai demandé, entre autres, de voir l'eau sur cette place. Alors, il y avait une étudiante à côté de moi, je dis, mais il n'y a rien. Ah non, il y a plein. Et du moment qu'on continue à regarder les sculptures sur la place, qu'on regarde même les institutions qui sont installées sur la place, etc. Et en fin de compte, ils ont fait des dessins de cette manière où ils ont montré l'eau dans toutes leurs échelles, en profondeur, en pipe, dans l'air, etc., pour avoir une vision plus complexe de l'eau, l'eau qui nourrit les racines des arbres, l'eau qui descend quand il y a un afflux, et des résultats comme celui-ci, des visualisations pour dire ben, l'eau, elle est partout. Et on oublie souvent quand on la représente qu'elle ne va pas seulement de la source à la rivière, à la mer. Et ils ont fait une sorte de vocabulaire des éléments d'eau dans Trieste qu'ils, enfin, ont traduit dans un catalogue d'architecture. Voilà, ça, c'est les éléments qu'on essaye de capter et j'essaie avec les Blue Papers, de donner une plateforme pour ces genres d'interventions très différentes et de mettre en communication les étudiants, les professeurs, les académiques, les professionnels, les artistes, etc., mais quand même d'en donner un cadre qui satisfait aux besoins académiques, mais qui aussi donne des opportunités aux professionnels. Voilà, je m'arrête là et j'ai hâte d'avoir vos questions. Parfait. Merci beaucoup, Carola, pour cette présentation extrêmement intéressante. Je donne la parole à la salle si certains ont des questions à poser ou des remarques à faire à Carola. Vous pouvez lever la main. Ah, peut-être en attendant que quelqu'un se manifeste. Moi, j'étais très intéressée par le jeu que tu avais présenté au tout début. Je veux bien que tu racontes un peu pourquoi vous les avez conçus. Donc, si j'ai bien compris, il y a deux versions. Et Pourquoi il y a deux versions? non, non, mais juste rapidement, l'objectif du jeu, Ouais. est-ce que c'est en lien avec ce que tu as présenté et après, on donnera la Euh, parole à Blanche. oui, Blanche, tu veux poser la question d'abord ou non?
Ah, Euh, désolée, c'était juste une toute petite question sur qu'est-ce que c'est les SDJ, SDG. ben voilà. En Et fait, alors, quelqu'un d'autre va m'aider. C'est quoi en c'est français? les objectifs de développement durable. En fait, Ok, il y en a 18, je crois, en lien avec l'éradication de la pauvreté, enfin, la santé, l'éducation. Et du coup, je crois que c'est l'ONU. Enfin, voilà, Oui, c'est c'est ça. un cadre, Catherine. Et chaque État doit les appliquer. Donc, dans chaque État, il y a des groupes qui travaillent. Moi, je sais que régulièrement, je vais au ministère travailler sur ces questions d'aujourd'hui, comment on répond à ces objectifs sur l'eau, par exemple. d'accord, ok. Merci Et beaucoup. merci de poser la question parce que j'aurais dû attendre plus longtemps. J'ai mis dans le chat un lien. Je ne l'ai pas trouvé rapidement en français, mais c'est le lien en anglais. C'est The United Nations, l'ONU, avait les a mis en place et c'est parti d'une approche écosystémique, c'est-à-dire comment on peut améliorer le monde, éradiquer la faim, etc. Et c'est assez bien répondu. Je les vois moins en France qu'ailleurs, je ne sais pas, mais est-ce que c'est mon impression ou c'est... Non, non, c'est assez répandu en France, hein. Je sais que nous, on a tout un groupe d'étudiants à l'université qui en fait partie. Ils ont leurs petits pins avec les petites couleurs des EGD, des ordres du jour. Et puis, ils sont aussi observateurs à l'UNESCO sur ces questions-là. Euh, c'est peut-être pas... mais enfin, toutes les institutions et tous les services de l'État le suivent, hein. Ouais. C'est Et ouais, c'est devenu en quelque sorte une langue internationale dont on peut parler. C'est pour ça que c'est peut-être intéressant, Blanche, que si tu jettes un coup d'œil. euh, voilà. Et par exemple, dans les rapports du GIEC sur l'adaptation et l'atténuation, donc ils ont fait l'inventaire dans les publications des actions, leurs coûts, leur faisabilité et leur compatibilité ou pas avec les objectifs de développement durable. Donc pour des décideurs, ils peuvent choisir les actions qui peuvent à la fois être bonnes pour le climat, mais aussi cocher enfin, la majorité des cases des objectifs de développement durable. Ouais. Alors, pour répondre à ta question sur le game, euh, comme je t'ai dit, je viens d'un domaine spatial. Je pense architecture, urbanisme, je pense l'environnement bâti. Ça veut dire que l'environnement bâti, il reste. C'est-à-dire quand on fait l'histoire, le Panthéon, il est toujours là, le Louvre, il est toujours là. Et les décisions, les valeurs que les gens avaient il y a 1000 ans nous impactent. Quand on regarde beaucoup de disciplines, euh, les anthropologues s'intéressent aux gens aujourd'hui ou même dans les peuples passés, mais c'est toujours l'acte, c'est dans le présent. Les économistes font des super analyses de chiffres et ils mettent un point rouge pour Londres, un point bleu pour Tokyo, etc. Et pour moi, ça manque la spatialité. En général, quand on parle des disciplines, on parle humanities, social sciences, hard sciences, au moins, mais on parle beaucoup moins des disciplines spatiales. Et ça se voit même, je dirais, dans les applications pour les grants. Les architectes qui sont entre le monde professionnel et le monde académique, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des big grants, etc. Alors, du coup, ce que je fais, ça implique en général une dimension spatiale. Et dans le jeu, par exemple, on dit, tiens, il y a de l'eau, il y a de la terre urbaine, il y a des surfaces où il y a des surfaces de sable. On peut construire sur certaines, on ne peut pas construire sur d'autres. Et on a construit sur ces terrains depuis longtemps. On a créé des digues, on a pris des décisions pour les mangroves. Voilà. Et du coup, avec ces cartes ou des moulins, et chaque de ces interventions culturelles a un impact sur l'eau. L'eau est moins haute, l'eau est plus haute, les poissons meurent ou ils sont contents. Alors du coup, on a mis des espaces, les villes existantes. Euh, Par exemple, ici, on a une ville dans le désert, on a des springs, je ne les ai pas encore enlevés. Hop.
Euh, voilà. On peut mettre des villes en place ou des endroits, des scénarios. Ça veut dire que, par exemple, Amsterdam ici, on a une ville qui existe. Et maintenant, on est en 3 groupes et on joue euh, 10 générations. Chaque tour est une génération où on doit décider, on a une challenge. Il y a 100 000 migrants qui arrivent, vous devez construire trois villes et faites-les d'une manière que ces terrains survivent. Alors, si vous décidez de faire que des grandes villes, bah oui, mais ça va avoir un impact sur l'eau et du coup, peut-être euh, toute une plaine va être inondée. Mais c'est-à-dire, on joue autant pour le bénéfice individuel que la communauté et les goals du monde entier. Et après, allons voir ce qu'on fait de Paris, ou d'Amsterdam, de Tokyo, etc. dans le futur. Et j'aimerais bien faire une version à Paris, mais ça, ce serait quelque chose qu'on pourrait faire. Et donc, du coup, on a une carte où on voit quelle combinaison de moulins avec ci, etc., produit des points dans une nutshell. Mais c'est vraiment pour avoir cette dimension spatiale dans le temps et dans les zooming in and out à travers les échelles. Jérémy. Ouais, ouais, je cherchais un angle d'attaque pour aborder la question et en fait le jeu me fournit cet angle d'attaque. Parce que Nada, je pense qu'on a la même réaction en considérant que ce jeu est assez proche de Climatic Tac, qui est un jeu qui a été entre autres développé par notre laboratoire. Et on imagine une trajectoire, on a des actions euh, à l'échelle locale et à l'échelle internationale, et on voit l'impact de nos actions sur enfin, les conséquences, l'effet domino de nos actions. Et ça a amené, en fait, dès le début de ta présentation, à trouver beaucoup de ressemblances entre la manière dont tu amènes les choses et la manière dont nous, dans notre communauté, alors je vais définir après ce qu'est nous et notre communauté. Je crois qu'ici, il n'y a que Romain qui doit se souvenir qu'il a participé à cette communauté. Euh, en fait, c'est quand tu as parlé de la longue durée des architectes, où je me suis dit, je crois qu'on n'a pas la même notion de la longue durée. Nous, en tant que géologues, on travaille sur des choses qui surviennent à l'échelle de... Alors, dans Égout, on est à quelques années, mais dans la thèse de Romain, on était à quoi? Quelques centaines de millions d'années, Romain? Et donc, on a cet intérêt partagé pour la notion de patrimoine, de mémoire et d'héritage. Donc, je vous mets dans le chat, ça pourrait intéresser certains d'entre vous, un ouvrage sur lequel on a travaillé pendant 3 ans jusqu'en 2024. C'est un livre blanc sur ce qu'on appelle les sciences paléoclimat et paléo-environnement, où on s'interroge aussi sur le passé comme source d'expérience dont on peut tirer des enseignements pour le futur. C'est ce qui alimente notamment les modélisations climatiques du GIEC, mais pas que. Et il y a dans ces sciences paléo un volet paléo-hydrologique qu'avait abordé Romain dans sa thèse, savoir les conditions environnementales, enfin les conditions hydrologiques qui régnaient il y a plusieurs centaines de millions d'années. Je pense qu'on a vraiment à échanger là-dessus, Carola, sur les Mhm. liens entre les sciences du paléo et puis les sciences de l'eau actuelles et la manière dont on considère les expériences du passé, comment on les aborde les uns Ton les lien autres. marche pas, Jérémy. Non, Le lien marche la pas? dernière partie n'est pas hyperlinkée, peut-être le Ah remettre. ok, je vais réessayer. Mais sinon, vous cherchez livre blanc paléo sur Internet et normalement, vous y arrivez. Pourquoi ça marche pas? Euh, Il y a une je petite, il n'y a réessaye. pas l'hyperlien. Ouais, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il corrige paléo-environnement. Oui, c'est Mm. l'accent aigu. Ouais. Alors qu'il n'est pas dans mon lien initialement. Mm. Voilà, mais Carola et tout le monde, en fait, je vous invite à aller lire ce travail collectif qui nous a quand même occupés. Et surtout, Carola, à ce qu'on imagine ensemble des passerelles sur ces expériences passées. On a aussi des dimensions fortes de patrimonialisation. On parle d'archives, sédiments, des spéléothèmes, des cernes d'armes, c'est des archives. Donc voilà, qu'on puisse travailler là-dessus et éventuellement que ça puisse faire l'objet d'un Blue Paper Ah oui, euh, avec plaisir. Et je sur ces pense correspondances.
Pardon, je suis enthousiaste, je ne voulais pas te couper. Euh, je prends encore un petit peu la parole parce que c'est pas, c'est l'habituel. C'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. Euh, sur ces archives géologiques qui constituent une mémoire de l'eau, mais pas la mémoire de l'eau telle qu'elle a amené de la polémique, et puis aussi une mémoire de l'humanité. Je pense aussi qu'on a à travailler là-dessus. Et je vais peut-être renvoyer vers Arax, puisqu'elle est présente, et puis qu'elle a des initiatives là-dessus. Et qu'Arax, on pourrait imaginer des carottes sur la valeur, sur la relation à l'eau, mais peut-être qu'il faudrait que toi, tu parles un petit peu de ces histoires de carottes ou nada ou les personnes impliquées. Oui, bonjour. Bon, moi, c'est Arax et je suis artiste. Et donc, du coup, toujours dans les webinaires des goûts, je me sens un peu comme une intruse. Mais bon, j'ai déjà l'habitude depuis 2023 où j'ai fait mon stage au LSCE dans le cadre de ma formation en arts et sciences à l'ENS Paris-Saclay. Moi, un des projets que je fais, c'est on prépare une exposition en lien avec le projet Égout où effectivement on voudrait travailler avec le musée des égouts de la ville de Paris et autres partenaires. Après, bon, comme vous savez, Carola, je vous ai contacté, donc je viendrai aussi la semaine prochaine à Jussieu pour le séminaire. C'était très intéressant ce matin. J'ai pris des notes. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment des questions, mais je pense que je pourrais aborder ça pour une autre occasion. Et concernant les carottes, pas forcément de sédiments, d'égout, des glaces. Effectivement, j'ai un autre projet où on fabrique une machine avec un ingénieur du LSCE, avec l'aide aussi de Jérémy, Nada et d'autres personnes du laboratoire, où c'est une carotte inspirée d'une carotte de glace qui va se transformer en eau et après, il va récupérer sa forme solide en quelques instants. Donc, c'est vraiment une démarche où on est dans les débuts de cette machine, de cette construction. Et c'est aussi sur la question de la mémoire, cette mémoire qui ne veut pas s'effacer à travers ce geste de cette carotte de glace qui va se solidifier et qui va devenir comme une espèce de piscine ou lac à moins de 30 minutes. Voilà. Donc, j'aimerais beaucoup voilà, vous présenter ce projet, aussi le projet d'expo, afin d'avoir vos retours et que je pense qu'ils Avec, avec pourront plaisir. vraiment nous aider dans la démarche à suivre. Avec plaisir. Mais je suis encore à Paris jusqu'à fin juin en tout cas, et même au-delà, je peux toujours revenir, je suis pas loin. Ça va pas. Ma Catherine et après Blanche. Merci. Moi, je trouve très intéressant tout ce que tu dis parce que c'est des points sur lesquels je travaille depuis 50 ans, hein, sur cette histoire de l'urbanisme. Ça fait 40 ans qu'avec Eurydice, on travaille avec plein de gens aujourd'hui et des structures qui remettent justement l'eau dans la ville, cette question d'avoir un dessin de l'eau dans la ville et de retrouver une lecture des écoulements. Sachant maintenant que cette question des mémoires, elle est fondamentale et la question de la façon dont les gens voient ou imaginent ce que les choses ont pu être de façon mais complètement fantasmée, qui est assez étonnante. Donc hier, je suis avec un collectif, on a monté un collectif chercheurs et acteurs sur la Seine-Amont. Et donc hier, on se disait que travailler avec la mémoire de ce qu'ont pu être les événements extrêmes de la Seine, et comme c'est compliqué de réussir à toucher les gens parce que les gens sont très sollicités ou n'ont pas envie, comme il y avait pas mal d'élus, j'ai dit ce qu'on pourrait passer par les écoles et demander aux enfants de travailler avec leurs grands-parents ce qu'est la Seine aujourd'hui et ce qu'elle a été il y a 60 ans. Bah, il y a 60, enfin, dans la période 1940-1960, il y a eu une période de très très grande sécheresse et la Seine était extrêmement basse. Donc le problème, ce n'était pas un problème d'inondation du tout. Ça a été un problème, au contraire, d'un débit très bas et de pas assez d'eau. Donc, on voit très bien que cette question du futur, quand on mobilise le passé, encore faut-il être très prudent sur ce passé et bien aller voir ce qui se passe et pas l'idée qu'on s'en fait, parce que ça n'a rien de simple.
Deuxième chose, cette question de renégocier les valeurs tout en tenant compte des patrimoines, elle est fondamentale. Là aussi, la ville de Troyes, il y a beaucoup de canaux qui sont là avec de l'eau. Mais aujourd'hui, il se peut que ces canaux soient vides. Ce qui veut dire que cette ville de Troyes qui fonctionne avec ces canaux, c'est comme si on allait à Venise et qu'il n'y ait plus d'eau dans les canaux, quoi. Qu'on soit là, on dit, oh bah dis donc, c'est bizarre là. Et puis ça doit plus un coup. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et donc c'est tout un travail des gens qui gèrent la rivière, parce que les rivières aujourd'hui sont des structures complètement gérées. La Seine, c'est 800 millions de mètres cubes aujourd'hui qui sont stockés et qui sont gérés. Si les Jeux olympiques ont pu se faire et la cérémonie des Jeux olympiques, c'est parce que cette institution des barrages a géré la ligne d'eau comme la voulait la ville de Paris et le préfet. Donc c'est un très gros travail. Et ils disent, est-ce que ça veut dire qu'il faut gérer l'eau pour mettre de l'eau dans les canaux? Parce que la ville de Troyes va vouloir de l'eau dedans. Mais alors, si on fait ça, qu'est-ce qui se passe avec les autres utilisateurs? Et donc, on voit très bien qu'aujourd'hui, quand tu parles de renégocier des valeurs, et qu'en même temps, je comprends qu'il y ait ce patrimoine, mais je comprends aussi le fait que les recettes d'hier ne seront pas les recettes de demain. Pourquoi? Parce qu'il faut renégocier et qu'il faut réussir aujourd'hui à accepter de se projeter avec une grande incertitude dans ce qui va se passer. Voilà. Donc, Euh, en avant marche. De toute façon, il n'y a pas. non, c'est super, merci. Et j'ai hâte qu'on soit lundi, mardi pour... J'ai plein de choses à répondre, mais je peux pas le faire maintenant parce que je vais devoir partir. Mais Blanche, dernière parole. Et après, désolée, mais j'ai tout le plaisir de vous voir tous à Paris bientôt ou en Zoom après. Oui, c'était juste par rapport à l'intervention d'Arak, c'était pour savoir si la machine, ce serait juste, enfin, si, juste pour des buts artistiques ou s'il y avait aussi une finalité scientifique ou si c'était juste pour l'exposition. C'était Euh, juste curiosité. oui, merci pour cette question. On pourrait peut-être aborder pour une prochaine fois, mais pour faire court, tous les projets art, je pense aussi, ils ont une dimension transdisciplinaire et j'espère aussi que ce sera le cas pour cette machine carotte d'émotion. Super, je vous remercie tous. J'avais mis dans le chat mon email avec les Blue Papers. Envoyez-moi un lien ou uploadez online. Il y a des templates, toutes les questions. Et sinon, je vous vois bientôt, j'espère. Merci encore pour l'invitation. Merci Carola. On te transmettra aussi le mail de Annie Siari qui a laissé un message de Pirensen Yep, sur la possibilité de publication. Parfait, merci super. beaucoup tout le monde et au plaisir de vous revoir À prochainement. bientôt. Un Merci. bon week-end, profitez bien du soleil. Oui, vous aussi. Au revoir.